Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de présenter ce journal. À tous et toutes, très bonne année 2025. J'espère qu'on aura le meilleur pour cette année. Le journal, Loïc Manès, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, médaille d'or de la ville au docteur Pluchart, visite des professionnels de santé à notre musée Matisse, annonce de la prochaine rencontre à la médiathèque avec Christiane Bouvard, et ensuite, nous irons voir les archives de Befrovision comme d'habitude. Lors de sa séance des vœux qui a eu lieu dimanche dernier, vous savez que le premier magistrat a l'habitude de mettre 2 personnes à l'honneur. Le premier, bien connu des jeunes, il s'agit de Loïc Manès. Ce dernier se bat depuis 2003 pour organiser pour les jeunes des concerts. Et donc, vous connaissez certainement tous Zik en stock. Eh bien, ça a commencé en 2003 avec une bande de copains au départ. Et l'année dernière, bien figurez-vous qu'ils étaient plus de 7000 personnes pendant ces 3 jours de concert. Loïc a donc eu le privilège, à la fin de la cérémonie, de devenir chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Cet ordre des Arts et des Lettres est une décoration honorifique française qui est gérée par le ministère de la Culture et qui récompense les personnes qui se sont distinguées dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France. C'est donc le sous-préfet, M. Douane, qui l'a fait chevalier. Et donc, toute l'équipe de Befrovision, évidemment, était sur le coup. Et donc, aussi bien Cécile que Claude nous rapportent ces images. Alors, je vais mettre à l'honneur Monsieur Loïc Manès, qui est président de Zik en stock, s'il veut bien nous rejoindre sur scène. Bon, ce sont des amoureux du festival, de concerts. Ils disent, à l'époque, qu'ils ont la chance d'avoir vécu leur jeunesse au Cateau-Cambrésis. Je pense qu'ils ont raison. À l'époque où les cafés proposaient des concerts, souvenez-vous, pour les jeunes et les moins jeunes, le Saint-Mathieu ou encore le Saphir. Rapidement, entre copains, ils font le choix de donner de leur temps et de s'engager pour les autres. Ils agissent toujours ensemble, pour eux, mais aussi pour vous. Aujourd'hui, je tenais à rendre hommage à Loïc. Alors, la ville du Cateau a changé son regard un peu envers ces jeunes, ces punks, qui portent souvent, vous savez, cette fameuse crête, quelquefois avec des cheveux colorés ou non. Et parfois, quand on discute avec eux, on s'aperçoit que derrière ces personnalités, ces êtres humains, il y a des ingénieurs, des médecins, sont des jeunes qui viennent se retrouver. Et mon commandant de gendarmerie sait que les réunions sont nombreuses pour recadrer la sécurité. Mais Loïc organise cela avec une excellente qualité. La transmission s'effectue aussi au sein de cette association, puisqu'à présent, les enfants de ces jeunes, qui ont un peu plus de 40 ans maintenant, 42, 43, 45, je rajeunis Loïc, mais il y avait une coupe de cheveux beaucoup plus jeune, c'est pour ça. Ont eux aussi 20 ans. Bastien, le fils de Nico, accueille les artistes. Ambre, la fille de Loïc, prend de plus en plus de responsabilités. Et un autre jeune va chercher les artistes aux différents aéroports pour les amener dans les meilleures conditions. Ils font connaître notre ville au-delà de nos frontières. Le Cateau, ville historique, ville avec son musée Matisse, ville avec son patrimoine, mais ville aussi avec son école de cascadeurs, mais ville aussi dans la diversité avec son festival Zik en stock qui secoue tout le monde. Longue vie à Zik en stock. Et puis, je vais laisser la parole à monsieur le sous-préfet. Nous avons fait une demande conjointe auprès de madame la ministre, madame Rachida Dati, pour que Loïc, qui fait du festival, puisse recevoir aujourd'hui la médaille chevalier dans les arts et les lettres. C'était difficile à trouver le lien d'entrée, et puis grâce au soutien de monsieur le sous-préfet, nous avons eu une réponse positive pour une association qui décoiffe. Voilà ce que je voulais dire. Vous pouvez... Ouais. Monsieur le sous-préfet, quelques mots avant la remise de médaille. Allez-y, quelques mots avant la remise de médaille, c'est grâce à vous.
Donc, concernant votre médaille, et oui, j'ai eu la chance de connaître Rachida Dati dans une autre vie, parce que j'ai eu la chance de travailler avant d'être sous-préfet. J'ai travaillé pendant 20 ans pour des maires, pour des associations d'élus. Donc, la vie est longue et je suis heureux de vous remettre cette belle médaille que vous méritez. Donc, félicitations encore. Et je vais essayer de ne pas vous blesser en mettant ces 2 pointes. Merci encore. Félicitations. Merci beaucoup, meilleurs vœux. J'avais prévu un beau discours, mais monsieur le maire a déjà dit beaucoup de choses. Donc déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'accompagnent depuis 20 ans dans cette merveilleuse aventure, parce que c'est vrai que le Zik en Stock, c'est une aventure avec tout ce que ça engendre. Je vais essayer de ne pas me perdre dans mes papiers non plus. Donc merci monsieur le maire, je suis très honoré de recevoir cette distinction. Je suis malgré tout un peu gêné, parce que c'est vrai que la réussite d'un tel événement, ça passe avant tout par une réussite collective. Donc encore merci à tous mes camarades qui sont là-bas. Merci. Je vais aussi prendre quelques instants pour saluer toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de l'événement. Excusez-moi. Alors, je remercie d'abord ma famille pour son soutien pendant ces 20 ans. Donc, comme disait monsieur le maire, il y a quand même beaucoup de générations de représentés. Il y a les petits-enfants, les parents et les grands-parents. Merci à toute l'équipe de la billetterie, Laurence, Fabienne et toute l'équipe pour l'organisation de la billetterie, la festivalier, l'équipe du bar, représentée par Ludo, Xavier, Alain, avec une particularité cette année, on a créé une bière Zik en Stock Vivat, voilà, pour le plus grand plaisir des festivaliers. Merci à toute l'équipe de l'accueil artiste, représentée par Damien là-bas aussi, qui accueille environ 200-250 artistes sur le week-end. Merci à l'équipe du merchandising, parce que voilà, Zik en Stock, c'est aussi une marque maintenant, avec tous les produits dérivés qui vont avec. Merci à l'espace bénévole, Fred et sa fille Lucie, c'est un peu la nounou des bénévoles. Merci à Benoît Courtois, l'électricien, dit Courju. Voilà. Merci au plombier Mario et Luigi, Ludo. Merci à l'espace scène, le grand Loïc, Alex. Merci à Nico aussi pour l'organisation des stands. Sans oublier l'équipe technique et la sécurité du festival. La réussite du festival passe également par des relations partenariales très fortes. Merci à monsieur le maire pour son soutien depuis autant d'années. Soutien financier, matériel. Merci également à l'équipe de la 4C pour le prêt des matériels. Merci également à l'équipe, à monsieur le maire, les adjoints, notamment à madame Manès, ma mère. Monsieur Modarelli, qui nous a toujours accompagnés. J'en profite également pour saluer Thierry Thébert, qui nous a accompagnés aussi pendant des années. Merci au service technique, à toute l'équipe de Bruno Bertrand, sans oublier Frédéric Lecomte, d'ailleurs, qui nous a toujours pas payé un verre pour son départ à la retraite. Merci aux commerçants du Cateau pour leur soutien, à l'entreprise Norail, à Distri Esco. Merci à monsieur Blangis pour le prêt de nombreux matériels. Merci à la police municipale, et puis merci aussi à la MFR. C'est assez compliqué de résumer 20 ans de festival en 2 minutes, donc je vais m'inspirer un petit peu des émissions de Befrovision. Je vais ouvrir une rubrique « Ce qu'il faut retenir du festival Zik en Stock ». Donc le festival Zik en Stock, c'est des copains d'enfance, des familles, des copains tout court, qui ont grandi dans une ville qui possédait à l'époque les meilleurs cafés-concerts de la région. On n'a fait que perpétuer la tradition. Zik en Stock, c'est une première édition à 300 personnes et une 20e à près de 7000 sur 3 jours. Le festival a beaucoup évolué en 20 ans, une scène, 2 scènes, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ne vous inquiétez pas, on va s'arrêter là. Voilà. Zik en Stock, c'est presque 12 heures de musique par jour sur 3 jours. C'est assez fatigant quand même. Zik en Stock, c'est le 2e plus gros festival punk d'Europe, avec la particularité de ne pas être géré par des punks. Voilà. On est assez fiers de ça.
Zik en Stock, c'est un camping à l'arrache, camping pour les festivaliers, géré par les festivaliers. Zik en Stock, c'est plus de 300 groupes en 20 ans, qui viennent de toute la planète. Zik en Stock, c'est aussi des reformations inédites de groupes. Zik en Stock, c'est des festivaliers qui viennent de toute l'Europe. Zik en Stock, c'est 230 fûts de bière sur 3 jours, quand même. Zik en Stock, c'est un événement en quasi-autonomie financière. Le festival représente une puissance financière, à tel point qu'on peut maintenant rhabiller le conseil municipal pour plusieurs années. Zik en Stock, c'est un outil de valorisation pour la ville et pour le territoire. Tous les punks du monde connaissent le Cateau. Zik en Stock, c'est le symbole du vivre ensemble et de la tolérance et de l'acceptation, quelles que soient les orientations sexuelles, origines, couleurs politiques, même s'il ne faut pas trop abuser non plus. Vous êtes le bienvenu au festival. Zik en Stock, c'est une inscription dans une démarche d'inclusion culturelle en valorisant des actions auprès de différents publics, personnes en situation de handicap, avec les aides du Cateau, les jeunes du dispositif Jeunes en errance, dispositif pour lequel je suis chef de service, et le LALP du Cateau, et j'en passe. Zik en Stock, c'est un des seuls événements culturels qui est sorti plus fort de la crise sanitaire. Bénévoles repartis comme au premier jour et une mobilisation extraordinaire des festivaliers. Zik en Stock, c'est 20 ans d'indépendance par rapport aux institutions d'État. Zik en Stock, c'est aussi 20 ans de contrôle de gendarmerie. On est content de voir qu'on contribue à renflouer les caisses de l'État. Mais on peut les applaudir. Hein. Voilà, bravo. on peut les applaudir. Et enfin, Zik en Stock, c'est l'accès à la culture pour tous. Notre puissance financière nous permet de maintenir le prix d'entrée au plus bas et aussi de maintenir le prix des boissons aussi pour que tout le monde puisse participer à cet événement. Voilà. Rendez-vous à tous le 8, 9, 10 mai 2025 pour la 21e édition. Merci. Alors pour tous ceux qui n'ont pas pu assister à la cérémonie des vœux du maire, sachez que ça va être rediffusé ce dimanche 19 janvier à partir de 10h30, mais également toute la semaine suivante à partir de 20h, donc du lundi au samedi sans problème. La deuxième personne à avoir été mise à l'honneur, il s'agit du docteur Pluchart. Le docteur Pluchart a été embauché par la ville du Cateau pour répondre au manque de médecins et donc exerce actuellement au centre administratif 11 rue du Marché aux Chevaux. Le docteur Pluchart devait arrêter son activité. Elle devait partir en retraite, mais cette dernière a décidé de continuer son activité. Pour la remercier de son geste, ô combien important au moment où le secteur de la santé est compliqué, M. Serge Siméon a souhaité lui remettre la médaille d'or de la ville du Cateau. Regardons les images. Alors, je respecte la parité, mais je change complètement de secteur. Je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui une dame qui nous a rendu un grand service à la ville du Cateau et qui a cru à notre projet. Je vais appeler Madame Claudine Pluchart, Madame le docteur. On est parti d'un constat qui devient de plus en plus difficile de trouver un médecin. Ce n'est pas Yannick Caremel qui va le contredire. Ce postulat de départ que l'on entend partout résonne encore comme une évidence aujourd'hui et s'aggrave de plus en plus. Anticiper la pénurie médicale, conforter l'offre de soins sur notre secteur et surtout favoriser l'accès aux soins est pour nous tous essentiel. C'est pourquoi la ville du Cateau s'est toujours efforcée de proposer et de soutenir des projets qui sont le plus souvent novateurs dans le secteur sanitaire. Elle a voulu agir en amont. Et fin 2018, le conseil municipal a approuvé à l'unanimité la mise en œuvre de démarches pour la création d'un centre communal de santé, structure sanitaire de proximité disposant des soins de premier recours. En proposant ce nouveau service qui vient en complémentarité avec la médecine libérale et qui permet de répondre aux demandes du bassin de vie, parfois même au-delà, je rappellerai d'abord que nous avons la chance au Cateau, même si les citoyens se plaignent, pour une ville de 7000 habitants
Yannick pourra vous dire les quotas par habitant de médecins actuellement dans le département du Nord. Nous avons 4 médecins généralistes libéraux qui sont installés au Cateau. Le docteur Barr, le docteur Cheyap, le docteur Lefebvre et le docteur Sermezan. Nous pouvons également compter du lundi au dimanche sur la maison médicale de garde qui reçoit 18 généralistes libéraux et qui peuvent répondre. Eh bien, cette création de centre communal de santé, on a voulu qu'elle vienne compléter cette offre de soins. Et puis, nous avons eu beaucoup de chance. Nous avons eu beaucoup de chance en la présence du docteur Pluchart, qui nous a aidés, qui nous fait donner sa référence médicale pour ouvrir ce centre, malgré les vicissitudes et les difficultés de l'ARS et de la CPAM, puisque nous étions à l'époque très novateurs. Et ce n'est pas que les grosses villes qui innovent. Le 2 novembre 2020, le centre communal de santé a pu ouvrir ses portes et accueillir ses premiers patients, grâce au docteur Pluchart, qui a relevé ce formidable challenge en étant médecin coordonnateur de ce projet. Elle avait vécu 29 ans en médecine libérale, bien qu'elle exerce toujours dans l'esprit d'un libéral au centre de santé. Elle n'exerce pas dans un autre état d'esprit, elle a gardé son autonomie. Mais on lui soulage le côté administratif qui est très contraignant. On lui permet d'avoir des horaires plus souples et elle nous a rendu énormément de bien avec ce centre de santé. Elle travaille en équipe avec Anne Cattard, la directrice, avec une secrétaire attachée et avec beaucoup d'éléments et de relations avec les autres médecins, puisqu'elle est elle-même reconnue sur le territoire. Et il faut reconnaître aussi que le pôle de santé l'aide. Donc elle s'installe ce 1er juillet 2020 pour une période initiale de 3 mois, un peu frileuse. On va observer pour voir si ça me convient. Et puis, nous avons les autorisations et enfin, la structure peut ouvrir librement le 2 novembre 2020. Madame Pluchart exercera jusqu'au 30 septembre de cette année 2024 en tant que qualité de médecin coordonnateur salarié du centre, mais elle est tenue de faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre. Mais, n'ayant pas réussi à raccrocher le stéthoscope, elle décide de prolonger cette activité professionnelle en retraite active pour une année supplémentaire, 2025, peut-être voire plus. On connaît, docteur Caremel, l'esprit des médecins. Soulignons aussi au fait, le fait, c'est le fait principal, c'est que le docteur Pluchart, de par son investissement, a réussi à étoffer l'équipe médicale du centre de santé, en décidant d'encadrer et en acceptant d'encadrer des médecins adjuvats. Le statut d'adjuvat signifie que le médecin a certes terminé son cursus universitaire de médecine, mais n'a pas passé sa thèse. C'est ainsi que le 1er novembre 2022, le docteur Lucille Vaille a rejoint l'équipe en tant qu'adjuvat sous l'égide du docteur Pluchart. Puis, au 1er janvier 2023, il s'agit du docteur Clément Renaud-Dino qui est venu renforcer l'équipe en qualité d'adjuvat. L'année 2024 que nous venons de passer a permis à ces 2 jeunes adjuvats à avoir la thèse obtenue en médecine avec une mention très honorable pour les 2. C'était un pari sur l'avenir. Donc aujourd'hui, on peut dire que ces 2 médecins qui ont accepté de signer un contrat avec le centre de santé communal, un contrat minimum de 3 ans, exercent leur activité. L'une à 80%, l'autre à temps plein. Et cela grâce à Madame le docteur Pluchart. Ce qui me fait dire que pour 7000 habitants, Yannick, on est bien lotis. Mais quand je dis ça, je dis on est bien lotis et la demande est encore plus forte parce que le Cateau doit répondre
à nos amis voisins du monde rural qui sont en pénurie médicale. Et on a fait preuve d'ingéniosité. Et nous espérons cette année, grâce aussi toujours à votre impulsion, docteur, à avoir un nouvel adjuvat. Je sais que nous négocions âprement et on risque d'avoir un nouvel adjuvat qu'on va aider à passer sa thèse, son doctorat, et en espérant, c'est un choix sur l'avenir, de pouvoir réintégrer plus tard, en étant médecin officiel, le centre de santé. C'est pour tout cela, docteur Pluchart, que je voulais vous remettre, au nom de la ville du Cateau, la médaille d'or de la ville du Cateau, parce que c'est une chance inouïe d'avoir une personne comme vous, qui a osé s'engager, qui a osé franchir cette étape, et vous nous le direz, qui s'est épanoui en même temps dans un nouveau concept, tout en gardant, je répète, c'est la médecine libérale dans des bâtiments publics que l'on laisse. On laisse le choix. Ne me demandez pas demain le dossier médical d'un tel, il est hors de question que je réponde à cette demande. Maintenant, on a la chance d'avoir quand même 3 nouveaux médecins, en plus des 4 et en plus de la maison médicale. Alors la ville du Cateau vous doit beaucoup, madame. Je sais que vous auriez rêvé le réaliser dans votre commune d'origine. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas tous les éléments pour aboutir, mais le principal, c'est que vous ayez réussi ce rêve et que vous nous ayez grandement aidés dans ce projet qui, à l'époque, beaucoup de gens ne croyaient pas. D'abord, le corps médical. Travailler dans une maison médicale à caractère municipal, c'est dépendant du maire, c'est salarié, c'est contraire à la formation et à l'éthique du médecin. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais vous avez bien compris les enjeux et je vous en remercie pleinement. Madame le docteur Pluchart, j'ai le grand plaisir, je laisserai après la parole à monsieur le sous-préfet, de vous remettre la médaille d'or de la ville du Cateau-Cambrésis. Bon, n'ayez crainte, je serai très brève. Alors, monsieur le sous-préfet, messieurs les sénateurs, députés, conseillers généraux, monsieur le maire, messieurs, dames, les adjoints et conseillers municipaux de la ville de Le Cateau-Cambrésis, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, messieurs, mesdames. En 2020, j'ai eu la possibilité de poursuivre mon activité médicale sous une autre forme que le libéral, en tant que salarié à la ville du Cateau. Monsieur le maire, vous avez eu l'idée novatrice d'ouvrir un centre de santé sur le territoire du Le Cateau-Cambrésis avant l'arrivée d'une pénurie médicale qui est inéluctable, quelles que soient les régions. La création de ce centre de santé communal fut un challenge difficile, mais passionnant, que nous avons mené avec Madame Anne Quintard, notre directrice. Avec l'arrivée des 2 nouveaux médecins, le centre est maintenant pérenne. Aujourd'hui, vous me faites le grand honneur de me remettre la médaille de la ville de Le Cateau. Pour cela, je vous remercie. Et aussi pour m'avoir permis de continuer mon exercice médical, un exercice médical passionnant, quelques années supplémentaires. Merci, monsieur Siméon. Je remercie bien évidemment madame. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que c'est un combat de tous les jours des maires, de maintenir des médecins, les faire venir, leur trouver les moyens de s'installer. Et je sais qu'il peut y avoir une concurrence entre différentes communes pour permettre à ce que ces médecins s'installent dans des bonnes conditions. Et merci encore, madame, d'avoir fait votre travail dans cette ville du Cateau-Cambrésis. C'est important qu'il y ait encore des médecins en milieu rural, dans les petites villes. Et vous avez cité le docteur Caramel, qui est pour moi un exemple, et je tiens à lui dire, il est ici présent, il mériterait toutes les médailles du monde pour le travail qu'il effectue jour après jour pour qu'il y ait des médecins qui puissent s'installer dans notre bel arrondissement, dans notre beau territoire. Merci encore.
Comme vous le savez, notre beau musée a fait peau neuve et vient de réouvrir ses portes afin de montrer ce bijou aux organismes locaux, après avoir prévu plusieurs visites pour les associations, pour les commerçants. Ce sont les professionnels de santé qui ont pu visiter le musée. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'habitent pas le Cateau, et donc je pense que c'était une très bonne idée de leur montrer. Retrouvons maintenant Sylvie Claire, conseillère départementale, et Thomas Liétin, qui est directeur du Trèfle d'Argent. Regardez les images. Il y a une forme en particulier, je ne sais plus si je l'ai dit du coup. Cette forme-là, c'est presque un peu la signature de Matisse. C'est l'algue. Et l'algue, il ne l'a pas vue à Paris pendant ses études ou à Bohain pendant son enfance. Les algues, les coraux, bah c'est Tahiti, bah bien évidemment. Voilà. C'est cette liberté, c'est ce côté-là. Il se réinvente. Il a bien fait parce que bah, aujourd'hui, il est aussi connu pour ça. Et nous, on a vu qu'il a fait beaucoup de choses bien avant. Je vous ai dit aussi son travail autour du livre. Et bah, ça va lui permettre aussi de connaître un certain Thériade. Je l'ai parlé au tout début, qui était un collectionneur, qui était un écrivain et notamment un éditeur de livres d'art et d'artistes. Et quand il découvre l'œuvre de Matisse, notamment sa technique du papier découpé, il adore. Il veut absolument un livre avec la couleur de Matisse. Mais Matisse va d'abord lui faire des couvertures. Parce que Thériade, il va même créer sa propre revue artistique. Il va, dans un premier temps, collaborer avec d'autres maisons d'édition parisiennes sur des revues artistiques, mais ensuite, il va créer la sienne, qui va intituler Verve. Alors aujourd'hui, c'est la dernière journée en fait de présentation du nouveau musée Matisse pour les professionnels cette fois de santé. On a eu 3 volets. On a eu le premier volet suite à la réouverture avec les commerçants du Cateau qui étaient invités à cette visite privée. Et puis nous avons eu les associations qui ont été également invitées. Et puis là, nous avons donc les professionnels de santé, que ce soit du centre hospitalier ou alors de nos maisons de retraite ou en libéral. On a eu vraiment beaucoup de monde qui est venu lors de la réouverture. Nous avons totalisé plus de 7000 entrées, en tout cas suite aux 15 premiers jours, avec plus de 6000 nordistes. Donc ça, c'était plutôt intéressant. On s'aperçoit aussi qu'il y a une appropriation des gens du territoire qui viennent redécouvrir ce musée et qui sont tous émerveillés. Il suffit de lire le livre d'or qui est à disposition de chacun pour voir que justement cet agrandissement aujourd'hui porte tous ses fruits et que donne à voir de nouvelles choses et surtout on s'aperçoit également qu'il y a un large public, que ce soit les familles, les plus jeunes, les moins jeunes, ça touche tout le monde et c'est un peu le pari qu'avait voulu le département du Nord et le pari aussi pour notre territoire. Alors on a beaucoup d'étrangers en fait qui reviennent, donc population plutôt anglophone ou alors des Pays-Bas, de la Belgique, également de l'Allemagne, mais vraiment ceux qui sont très présents, c'est les Belges et les Hollandais vraiment qui on a un attrait particulier. De toute façon, il suffit de voir l'ère des camping-cars. Nous sommes à l'hiver, mais il y a toujours des camping-cars. On a du passage. On entend de nouveau des personnes dire qu'on a des difficultés à se garer au Cateau, alors que vraiment c'était quelque chose qui était banni, mais si ces enjeux reviennent, c'est qu'il y a davantage de personnes qui viennent au Cateau et ça vraiment, même si ce sont des petits tracas du quotidien, mais vraiment ça ne laisse pas la place justement pour s'en désolidariser, mais vraiment pour justement dire que il est important pour notre territoire, pour son développement économique, pour son tissu local, de revoir aujourd'hui un public nombreux et de voir que le musée Matisse n'a pas perdu de son engouement auprès des populations et auprès du public et qu'il attire et continuera d'attirer dans les années à venir un bon nombre de personnes. On continue dans les années 50, donc Matisse, on a vu sa peinture, il continue. Écoutez, j'ai été ravi de redécouvrir ce musée après les travaux d'agrandissement. C'est là qu'on voit que le Cateau et son nom, la ville des trésors, prend tout son sens. Et puis aussi, on voit encore davantage la grandeur de Matisse par ce magnifique lieu et l'ensemble de son œuvre et l'évolution de son œuvre tout au long de sa vie. Est-ce qu'au Trèfle d'Argent, il y a des petites traces artistiques?
Il y a des traces, oui, effectivement, artistiques qui ont pu être réalisées avec une médiatrice qui s'était rendue au Trèfle d'Argent et qui a réalisé avec quelques résidents une œuvre qui est exposée dans le grand salon au premier étage de la résidence. Nous allons maintenant nous rendre à la médiathèque du Cateau. C'est la plus ancienne épopée de l'humanité, une immense œuvre poétique qui s'inspire de plusieurs récits sumériens composés vers la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Christiane Bouvard souhaite nous raconter l'épopée de Gilgamesh, et voici les images. Bonjour, eh bien je suis venue vous faire l'annonce, grâce à Beffroi Vision, l'annonce de la prochaine rencontre de la médiathèque. Je rappelle que ces rencontres ont lieu maintenant depuis plusieurs années, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Évidemment, il faut avoir un petit peu de temps pour pouvoir y assister, mais c'est vraiment ouvert à tous et elles ont lieu tous les derniers samedis du mois. Donc là, il s'agit de la rencontre du mois de janvier, je crois qu'il s'agit du samedi 25. C'est à 10h. Un petit peu avant, on peut venir un petit peu avant parce que le personnel de la médiathèque fait toujours un très bon accueil avec un bon café, dans les traditions du Nord. Ensuite, bon, on s'installe et la personne qui assure la rencontre évoque un sujet qu'elle a choisi. On a toute liberté pour le faire, donc les sujets sont évidemment très variés. Et ensuite, il y a un temps pour les questions, les débats. On se quitte sur à nouveau le pot de l'amitié offert par toujours le personnel de la bibliothèque. On peut jeter un coup d'œil aux documents qui sont présents. Et pour ceux qui le souhaitent et qui ont le temps, nous allons partager un repas au restaurant d'en face. On a le privilège, la chance de disposer d'un très bon restaurant tout à fait à côté de la médiathèque, la brasserie bien sûr. Et puis ça va me permettre de faire la transition avec la rencontre, on y dégustera avec modération bien sûr une bonne bière. La bière, c'était la boisson, vraiment une boisson très importante dans l'ancienne Mésopotamie. C'est une rencontre qui en effet va nous mener très loin, dans le Moyen-Orient, région que l'on ne connaît pas énormément, sauf hélas par les guerres qui se déroulent en ce moment. Donc une région lointaine et surtout un temps très lointain. Toutes les dates que je vais donner lors de cette rencontre, ce sont des dates en moins. Donc c'est avant notre ère. Et on est carrément plusieurs milliers d'années avant notre ère, à travers donc cette civilisation qui va naître. C'est sur les bords de deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, dans une région marécageuse, une région favorable à l'agriculture et donc à l'installation des premiers agriculteurs. Et dans cette région vont s'épanouir les toutes premières villes. Jusqu'à maintenant, on pense que c'est vraiment les débuts de la civilisation. Ces villes vont former des cités-États. Et puis, il va y avoir des découvertes extrêmement importantes. Et la plus importante d'entre elles, je pense, ça va être l'invention de l'écriture. L'écriture cunéiforme, c'était des petites marques, des coins, qu'on imprimait sur des tablettes d'argile, qu'on faisait ensuite sécher au soleil ou qu'on faisait éventuellement cuire. Et ces tablettes se sont conservées jusqu'à nos jours. On le verra par la suite. Alors, l'histoire de l'épopée, les aventures du héros Gilgamesh, qui est le roi d'Uruk, une des premières villes de Mésopotamie, ce sont d'abord des légendes orales qui sont colportées par des conteurs à travers le pays et qui sont soumises à variation. Il y a plusieurs légendes qui circulent. Et ça se passe, je pense, cette histoire, elle est née au 4e millénaire avant notre ère, voyez. Alors, elle n'a pas tout de suite été mise par écrit, elle a été mise par écrit au 3e millénaire, ce qui est quand même très, très, très lointain. Alors, pourquoi connaît-on si peu cette histoire ? Eh bien, cette civilisation brillante, elle a cessé d'exister, en fait. Elle s'est éteinte au début de l'ère chrétienne,
La région est devenue une province romaine, en fait, hein, comme le reste du Moyen-Orient. Et cette civilisation s'est éteinte, et cette fameuse écriture, l'écriture cunéiforme, a été oubliée, perdue. Voilà. Et pendant très longtemps, pendant des siècles, on ne connaissait pas, personne ne parlait plus de cette légende. Bon, il y a eu peut-être quelques légendes orales qui ont circulé, très déformées, mais c'était tout. Donc la connaissance, elle est venue au XIXe siècle avec les premiers archéologues qui ont fait des fouilles et qui ont trouvé des choses extraordinaires, parce que si en surface tout avait disparu, dans le sous-sol, il y avait des palais, des temples, des villes, des systèmes d'irrigation, donc un potentiel archéologique considérable. Et puis il y avait aussi ces fameuses tablettes d'argile, mais il faut dire qu'elles étaient en petits morceaux. Donc ça n'a pas été facile à déchiffrer. Il a fallu longtemps pour déchiffrer l'écriture cunéiforme, ça s'est fait au milieu du XIXe siècle. Et quand on a déchiffré, on s'est aperçu que cette légende de Gilgamesh, elle a circulé à travers plusieurs millénaires, à travers toutes ces villes. Il y a eu des traductions, des versions différentes. On en a retenu surtout une version dite classique, hein, qu'on a retrouvée dans la bibliothèque d'Assurbanipal, qui était un grand roi. Donc c'est cette version qui s'est imposée et que l'on connaît. Alors elle est accessible tout à fait facilement maintenant. Alors j'ai utilisé la meilleure traduction possible, qui est parue il y a quelques années par Jean Bottero, qui est un grand historien, un assyriologue, comme on dit, hein, puisque ça concerne la Syrie, et qui a très très bien traduit ce texte, qui est en vers, et qui l'a traduit aussi avec poésie, ce qui est intéressant. Alors par contre, on a retrouvé que les 2/3 de l'œuvre, hein, il y a un tiers manquant. Bon, on retrouvera peut-être un jour encore des petits morceaux, c'est pas exclu. Voilà. Alors, elle nous raconte donc les aventures d'un roi. Au début, c'est ce qu'on pourrait appeler un super-héros, hein. Il fait des exploits. Il est relativement insupportable. Et il va avoir un ami, Enkidu, et ensemble, ils vont donc s'illustrer. Et puis un jour, Gilgamesh va perdre Enkidu. Et il va entamer, là il va changer, il va réaliser aussi que lui aussi est mortel. Et il n'admet pas, donc il va entreprendre une quête qui va le mener très loin, qui va être très dure, très difficile, où il va devoir se dépouiller de tout. Et il va entreprendre la quête de l'immortalité. Voilà, alors le voilà Gilgamesh parti. Alors je ne révélerai pas s'il a trouvé le secret de l'immortalité. La fin, de toute façon, est ouverte, hein. Il y a des versions légèrement différentes. Ce n'est pas toujours facile d'interpréter non plus les termes anciens, parce que ça recoupe des notions qui ont été oubliées. Voilà, alors la rencontre va se dérouler de cette manière. Je vais lire des extraits de cette épopée, tirés de la traduction de Jean Bottero, qui permettront d'avoir une vue d'ensemble de cette œuvre. Et puis, entre deux, on donnera des coups de projecteur sur la civilisation des Mésopotamiens. Voilà, alors l'écriture, l'invention de la brique, ça c'est très important, le commerce, les villes, la religion avec les nombreux dieux, toute une vie vraiment extrêmement intéressante. Alors il existe de nombreuses versions de Gilgamesh, on a même des bandes dessinées qui viennent d'ailleurs de sortir, une trilogie de bandes dessinées qui est une bonne adaptation de l'histoire. Moi j'ai découvert cette histoire à travers une adaptation moderne. Vous voyez, c'est paru dans une petite collection de poche, très bon marché, et c'est en français moderne, donc ça permet d'accéder facilement à cette version. Hein, bon, j'ai préféré la version originale qui est beaucoup plus poétique et très riche. Alors c'est un moment de dépaysement que je vous propose, suite à un coup de cœur d'adaptation que j'ai trouvé d'ailleurs à la médiathèque, hein, parce que je ne connaissais pas du tout cette histoire, qui est connue récemment
et qui est encore trop peu connu parce que bon, les archéologues ne sont pas très nombreux, les assyriologues sont encore moins nombreux. D'autre part, les fouilles ont subi pas mal de coups d'arrêt avec les conflits qui ont eu lieu, les destructions, hélas, malheureusement. Et elles repartent, mais assez lentement. Par contre, maintenant, elles bénéficient des moyens modernes et ça permet des découvertes vraiment étonnantes, comme par exemple les évolutions de cette civilisation suite à des changements climatiques. Voilà. Alors, un sujet très riche, un sujet passionnant pour tous ceux qui aiment l'histoire, et puis aussi les belles histoires. Et pour terminer, donc, je voudrais dire que l'histoire de Gilgamesh n'a pas vieilli, en fait. Elle est intéressante parce qu'elle démarre avec beaucoup d'aventures, et puis ensuite, on va avoir des problèmes, les problèmes essentiels qui vont être évoqués, l'ambition, l'amitié, l'amour, la mort surtout, le refus de la mort. Et c'est vraiment des questions qu'on peut se poser à toutes les époques et qui savent nous toucher. Et en même temps, l'œuvre, quand elle a été mise par écrit, elle est considérée maintenant comme la première œuvre littéraire de l'humanité. Voilà, tout simplement. Alors, un sujet à découvrir, encore une fois, donc c'est ouvert à tous, hein. Ça se déroule en toute simplicité. Bon, la seule condition, c'est qu'il faut avoir une certaine disponibilité le samedi matin pour consacrer un moment à s'enrichir, à découvrir un sujet que l'on ne connaît pas. Quelques brèves importantes. À partir du mois de juin, il faut savoir que l'ancien CSA, donc qui est maintenant appelé l'ARCOM, a adopté le 9 janvier dernier une nouvelle numérotation des chaînes de télévision à vocation nationale qui vont être diffusées sur la TNT. Donc vous qui recevez le câble, vous allez être également concernés. Ceci notamment afin de tenir compte de l'arrivée des prochaines chaînes CMI-TV et OFTV qui ont été autorisées le 11 décembre dernier. Et donc, il y a une décision également de Canal+ d'arrêter sa diffusion sur la TNT. Donc, eh bien, l'ARCOM a décidé de remettre toutes les chaînes et de façon un petit peu, je vais dire, la une, France 2, la 2, etc. Vous aurez évidemment une grille qui apparaîtra dans vos brèves au niveau du télétexte. Mais donc, c'est prévu en juin. Vous n'aurez rien à changer pour l'instant, mais nous serons là pour vous remémorer un petit peu cet événement. Concerne la DSA, la SDA, la Société de défense des animaux d'Estourmel, elle va faire une collecte à l'école Saint-Joseph jusqu'au 7 février prochain. Alors, ils souhaitent rechercher des croquettes pour chatons, pour chats, pour chiens, litières, nourriture humide pour chats et chiens, couverture, plaid, jouets, gamelles, laisse, collier, arbre à chat ou griffoir. Si vous souhaitez participer à cette opération, vous pouvez déposer ces affaires dans la classe de Mme Dorothée aux heures d'ouverture de l'école, évidemment, rue des Remparts, au numéro 9, au Cateau. Si vous aimez les lotos, il y en a un très prochainement, ce dimanche 19 janvier, à 14 h au Théâtre Municipal. Il est organisé par Catoform. La buvette et restauration est prévue sur place. Il y a 1 500 € de lot à remporter. Si vous souhaitez des renseignements, 06 07 89 72 81. Le dernier sujet, on va repartir 20 ans en arrière. Les archives de Beffroi Vision, vous vous souvenez? Eh bien, nous allons rencontrer quelqu'un qu'on aimait particulièrement, Jean-Pierre Coupry, qui exposait à la bibliothèque. L'exposition Jean-Pierre Coupry à mi-parcours. Jean-Pierre, nous sommes à mi-parcours de l'exposition. Alors, de temps en temps, tu viens faire un petit tour. Quelle est la réaction des visiteurs, des gens qui découvrent une peinture originale?
Quelle est la réaction des gens? Je crois que c'est surtout Madame Bouvard qui m'en rend compte, parce que c'est vrai, maintenant je suis le régional de l'étape, mais j'habite à 100 mètres et en même temps, j'ai pas envie de déranger les gens quand ils viennent voir. Donc après, je pourrais les rencontrer dans la rue. Mais d'après les échos que j'ai par Madame Bouvard, ça se passe plutôt bien. Oui, oui. Alors, quand tu vas acheter ta baguette rue Charles Sédou, on t'arrête un petit peu plus sur ton parcours? Ça se précise. C'était déjà commencé depuis quelque temps grâce à Beffravision, il faut bien dire, avec un instrument pareil. Hein. Bon, alors ici, on est devant une toile, une allégorie. C'est The Day After, c'est l'eau qui envahit Londres, Paris, Venise, qu'est-ce qu'il y a, Rome, je ne sais pas. Je vais te dire, c'est une toile qui a pour titre « Lettre ouverte aux apprentis sorciers ». Donc c'est le réchauffement de la planète. Les apprentis sorciers, c'est nous tous. Ça peut évoquer le réchauffement de la planète, ça peut évoquer la pollution en général, mais en même temps, tu noteras qu'il y a un ciel qui, lui, est surchargé de tours, de monolithes de béton et de verre. C'est la critique que j'ai un peu à faire sur l'architecture de notre planète, qui, depuis quelques années quand même, les architectes refont des choses un peu plus régionales d'un pays à l'autre. Mais on a il y avait le prince Charles qui avait critiqué les architectes anglais avec le nouveau skyline de Londres en disant la vieille cité de Londres, on est en train de la détruire. Oui, mais je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Et pour ce qui concernait donc ce type d'architecture, si on te montre à la télévision Buenos Aires ou Sydney, c'est la même ville. C'est la même ville, sauf dans les parties qui ont été construites avant les années 50. Tu critiques une espèce d'homogénéité de l'architecture, comme on dirait par exemple dans les centres commerciaux, pas partout en France ou même en Europe, on a les mêmes magasins franchisés, les mêmes godasses, les mêmes pulls, United Colors, etc. De Stockholm jusqu'à Madrid, pour pas dire Athènes. Voilà, c'est ça. C'est de l'architecture franchisée, en effet. Alors, bon, au Cateau, il y a de l'architecture non franchisée. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais donc, ce que j'ai tenu à évoquer là-dedans, ce sont les variantes architecturales qu'on a sur notre planète. Voilà, tu as pu repérer des villes d'Europe, comme je le signalais là, mais ici, on a Washington, on a Québec, on a... le Capitole, voilà. On a un au fourneau. La cathédrale du Mexique, on a les constructions de Niemeyer à Brasilia. Donc ici, on trouve Londres, on trouve Paris, Bruxelles, Venise, Rome, Berlin. Le Taj Mahal de l'Inde, la place rouge à Moscou, la cité interdite de Pékin. Bon, alors bonne expo, bonne fin d'expo. N'oubliez pas, c'est pas éternel, c'est jusque quand? Jusqu'au 30 de ce mois. Bon, alors dépêchez-vous, tout le mois de décembre. Allez, à bientôt. Merci Jean-Pierre. Alors, je vois derrière moi André qui se prépare et qui souhaite prendre le micro. Alors, je vous laisse avec la page sport, la traditionnelle page sport. Je vous souhaite une très bonne semaine en notre compagnie. Et puis, n'oubliez pas de suivre Beffravision. À bientôt!